chef d'ingénierie dans le secteur aéronautique. Donc, on sait qu'il y a des investissements majeurs à Montréal et que les sommités mondiales sont venues dans les centres de recherche. Dans quelle proportion de son chiffre d'affaires une entreprise devrait-elle investir en R&D? Ben, je peux me lancer, mais typiquement, bon, au niveau du profit, ça va varier énormément. Ça peut être de 5% à 50%, c'est ce qu'on voit dans le marché à différents moments dans le temps. C'est certain que quand tu es en pleine transformation numérique et dans certains secteurs, que ce soit l'électronique ou le pharma, on va être plus dans le 40-50% des profits qui sont réinvestis. À d'autres moments dans le temps où c'est de la production manufacturière, puis les procédés ont été justement optimisés ou l'intelligence artificielle a été mise en route, on va probablement être plus vers le 5-10%. Donc, dépendant des moments dans le temps, je dirais aujourd'hui, certainement, on voit beaucoup plus d'investissements à cause de la transformation numérique, à cause des nouvelles possibilités avec l'intelligence artificielle qui se présentent à nous. L'accélération de tout ça fait en sorte que oui, on voit de 20, 30 à 40% des profits facilement réinvestis pour éviter en fait d'accumuler des dettes techniques qu'on appelle qui vont faire en sorte que dans 3, 4, 5 ans, ben, on est un peu obsolète. Donc, c'est pour éviter l'obsolescence puis se protéger contre les risques mondiaux. Je dirais présentement, on est privilégié à Montréal, au Québec en général. Il y a des investissements majeurs de ce côté-là et toute l'industrie manufacturière en bénéficie. Donc, si les gens qui nous écoutent aujourd'hui n'ont pas encore commencé leur investissement de façon majeure dans ces secteurs-là, je les invite à regarder. Il y a différents leviers gouvernementaux qui sont disponibles aujourd'hui, qui sont faciles d'accès, disons relativement faciles. Il faut avoir des bons cas d'usage, des bons business case, comme on dit en bon anglais. Mais outre ça, c'est, disons, les investissements présentement, ils vont générer des beaux résultats pour les PME. On ne parle pas juste des grandes entreprises au niveau aéronautique ou autre, là. Des PME qui peuvent facilement bénéficier de leviers super intéressants puis d'arriver à de l'optimisation, de l'innovation chez eux. Tu as mentionné cas d'affaires et puis ça Mhm. m'amène à une autre question qui sort là. Pour l'avoir étudié à mon doctorat, là, justement, par rapport à ça, c'est extrêmement complexe de trouver. Justement, avez-vous des pistes pour comment identifier un cas d'affaires, tant au niveau simulation qu'au niveau intelligence artificielle? Moi, j'ai le feeling quand on parle avec des gens de ce genre de technologie-là, je trouve qu'il y a encore un petit peu, soit les gens, ils ne savent pas comment l'approcher, ils ne veulent pas s'en approcher parce qu'ils ont peur, parce qu'il faut une certaine compréhension technique de la chose. Donc, là, je pense que j'ouvre une boîte de Pandore, là, mais c'est vraiment le sujet de l'heure qu'on entend souvent, là. Oui, ben, puis il y a certainement, je dirais, des feuilles de route que nous, on a mis en place pour aider les gens au niveau des cas de figure, des cas puis d'usage. Puis on part souvent de cas très simples pour commencer, de dire, vous avez des problèmes de qualité, vous avez des problèmes de logistique où il y a des fournisseurs qui, de temps en temps, au niveau de la qualité des matériaux qui rentrent, des entrants, il y a des variations trop grandes. Bien, il y a des choses assez simples à pouvoir identifier au niveau des cas d'usage qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir partir sur un premier projet à petites envergures qui va faire en sorte qu'on va mettre la table, par contre, pour des projets à plus grande envergure. Donc, même si les gens commencent petits aujourd'hui, puis c'est ce qu'on recommande toujours, moi, je les invite toujours quand même à penser très grand pour éviter disons, de se retrouver à faire 100 preuves de concept qui finalement, aucune d'entre elles vont aboutir parce qu'ils ne peuvent pas le mettre en production. Ils n'ont pas pensé à l'aspect, disons, de comment ça va être implémenté, puis de qui va recevoir l'information, puis de qu'est-ce qui va changer de façon concrète là, sur la chaîne de production pour pouvoir bénéficier de ces nouvelles technologies-là. Donc, il y a le cas d'usage, mais il y a aussi tout ce qui découle de ça, puis de comment on part avec une feuille de route. Mais l'important, c'est de se faire, par contre, une feuille de route dès le départ. Oui, je partage, effectivement, mais et là, on retrouve la même problématique, hein, dans les grands groupes, ou les petites entreprises où c'est important d'avoir,
cette double compétence avec une expertise métier importante, de savoir, de comprendre qu'est-ce que vous faites, pourquoi vous le faites, comment vous le faites, que font les concurrents, etc. Avec mixé avec cette approche technologique pour savoir quel est le champ des possibles en fait. Parce que si on maîtrise pas bien ce qu'il est possible de faire avec les données ou avec les modèles, on est vite limité et on s'auto-censure en fait. Parce que je rejoins, voir grand, c'est se dire tout est automatisé, on peut sortir des nouveaux services, etc. Et ça doit être effectivement cadré pour avoir plein d'idées et ensuite dérouler des cas d'usage de manière concrète, pratique et rapide. On va en parler dans les questions suivantes, mais on n'est pas sur des choses très complexes en termes de mise en œuvre, de temps à passer. On n'est pas forcément sur des choses complexes et être accompagné dans la durée pour effectivement penser industrialisation. Parce que, alors, il y a quelques années, on était beaucoup sur du prototypage. Donc, les gens voulaient faire l'innovation. Donc, on voulait faire du prototypage et puis on se retrouvait à faire des prototypes, mais qui étaient rangés dans une armoire parce que la suite n'avait pas été pensée, la suite organisationnelle sur les chaînes de production. Comment je fais pour l'utiliser concrètement? J'ai un gars sur ma chaîne de production. Comment il fait pour utiliser l'information? Il n'a pas d'ordi sur son bureau, il n'en a pas. Puis d'ailleurs, il n'est pas formé à ça. Donc, il y a aussi toute la partie accompagnement, processus et puis personne, organisationnelle, à bien penser. Tout ça peut paraître lourd, mais en réalité, quand on prend des cas d'usage, ça peut être très simple. On en parlera par la suite, mais on peut faire des choses en 2 semaines, 2 mois, qui apportent une valeur concrète. Et ensuite, une fois qu'on a fait un cas d'usage, les organisations sont plus à l'aise. Et donc, on en fait un deuxième, un troisième. On étend les premiers cas d'usage, etc. Donc, c'est vraiment des cercles qui doivent être vertueux. Et je rejoins aussi ce que dit Amy sur l'écosystème ici qui est très favorable. Et donc, on peut faire des analyses des processus, voir avec les entreprises là où ils peuvent chercher de la valeur et lancer des petits cas d'usage, des prototypages avec les bons financements pour que ce soit quasiment indolore et que finalement les efforts de R&D soient plus sur des choses beaucoup plus pointues et que l'investissement qui est plus sur apporter le numérique, l'intelligence au sein des processus globalement soit plus indolore, quoi. Et donc ça, effectivement, je ne dis pas qu'il faut en profiter, mais enfin si, je le dis quand même, il faut essayer au maximum d'en profiter parce que cette transformation peut être relativement non douloureuse pour les organisations d'un point de vue financier. Ouais, ben, j'aime beaucoup, vos interventions, messieurs, j'ai aimé, Adrien te parler d'autocensure, là, éviter de s'auto-censurer. Rémi te parler de voir grand. Je vais renchérir sur le sujet en disant se donner le droit de rêver, là, les technologies nous permettent de le faire. Par contre, moi, je vous dirais, ces initiatives-là doivent venir des dirigeants et doivent venir d'un besoin d'affaires, là. Fait que Oui. des gens de business dans l'organisation. Faut pas donner le mandat à vos ingénieurs de faire de l'intelligence artificielle parce que le danger, c'est que ça devienne un jouet d'ingénieur, que ce soit une solution technique qui résout en bout de ligne aucun problème d'affaires. Donc, commençons par le bon problème d'affaires et mandatons avec un rêve de dire, OK, on va être capable d'automatiser ci ou de faire ça, et donnons le mandat à nos ingénieurs ou à des firmes montréalaises spécialisées ou québécoises, là, spécialisées dans le domaine pour résoudre le besoin d'affaires, résoudre le problème d'affaires. Oui, tout à fait, Alexandre. C'est très, très bien dit. Puis c'est comme ça qu'il faut que surtout les PME opèrent. Il faut d'abord mettre le cas d'usage d'affaires en premier et après aligner la technologie qu'on va pour résoudre ça, mais pas Et, l'inverse. voilà, et juste dans le mandat donné à ces ingénieurs, comme on est sur des sujets qui traitent de la donnée, il faut aussi objectiver les gains. Donc effectivement, quand on commence les projets, on se dit c'est compliqué, on va faire du qualitatif et pas du quantitatif, etc. Je pense qu'il faut être relativement ferme sur le fait de dire que vous travaillez sur de la donnée, vous allez mesurer des choses, et donnez-moi des métriques. C'est ça. C'est la question du ROI. Et ça doit faire partie du cadre des projets quand ils sont lancés, du mandat qui est demandé. Et si les personnes ne savent pas sortir de métriques, bon, globalement, il doit y avoir un problème dans le projet, quoi.